Benoît Hamon, ministre en charge de la consommation, de l'économie sociale et solidaire, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat en partenariat avec Dailymotion. Dailymotion, vous connaissez bien maintenant à Bercy, n'est-ce pas, Benoît Hamon? Et avec l'agence France Presse, représentée ce soir par Karine Perret et Perrine Tarnot, bien sûr, de Public Sénat, nous rejoindra à la fin de l'émission. Vous êtes un parmi 7. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir trouvé votre place à Bercy d'abord? Oui. Oui? Oui. Est-ce que vous êtes en manque de chef? Non. Le vôtre, c'est qui? Le président de la République et le Premier ministre. Et entre Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg? Il n'y a pas de compétition. En tout cas, ça ne marche pas ainsi. Moi, j'ai un ministre de tutelle, c'est Pierre Moscovici, avec lequel je travaille sur le projet de loi consommation, sur lequel que j'ai déjà présenté au Conseil des ministres. On va en parler. On a travaillé en très bonne intelligence. Donc, il n'y a pas de problème de hiérarchie, je crois, aujourd'hui à Bercy. Il a pu y avoir en tout cas du brouillage sur la ligne sur un certain nombre de sujets, mais je ne crois pas qu'il y ait de problème de hiérarchie. Un quart des Français verraient bien Martine Aubry à Bercy. Est-ce que vous en faites partie, Benoît Hamon? Oui, c'est le sondage du journal du dimanche. Mais le président de la République a répondu à cette question. Il n'y a pas d'actualité au remaniement. Alors, bon, en tous les cas, si un remaniement est en réflexion pour Bercy, avec l'éclatement par exemple en deux pôles, vous n'avez pas encore la réponse. C'est clair, en revanche, vous tentez donc d'apporter des réponses aux attentes des consommateurs. Ségolène Royal s'inquiétait il y a quelques jours. Il ne faut pas reculer sur les actions de groupe. C'est un des éléments clés de cette loi que vous évoquez, pour permettre donc aux consommateurs d'obtenir réparation en cas de préjudice commercial. Est-ce que Ségolène Royal a raison de s'inquiéter? Elle a raison, au regard de l'histoire de cette mesure. Elle a été défendue par Jacques Chirac, puis abandonnée sous la pression des lobbies, en gros des grandes entreprises. Pas toutes les entreprises, mais des grandes entreprises. Nicolas Sarkozy l'avait proposée, elle a été abandonnée pour les mêmes raisons. Et ce que Ségolène Royal dit, elle a raison de le dire, c'est qu'il ne faut pas plier devant la pression de ces grandes entreprises qui ne veulent pas quoi? En clair, que la rente économique qu'elles peuvent avoir accumulée par des pratiques parfois anticoncurrentielles, cette rente économique soit remise en cause et redistribuée sous forme de pouvoir d'achat aux consommateurs. Et cette pression, vous la sentez par exemple aujourd'hui, depuis que vous avez présenté ce texte en Conseil des ministres? Il est incontestable qu'aujourd'hui les entreprises, en tout cas les grandes, s'organisent de telle manière que l'action de groupe aille peut-être pas à son terme, mais il n'y a aucune raison de penser que ce ne sera pas le cas. Elle sera votée, je l'espère, par le Parlement. Je ne vais pas dire elle sera votée, sachant que je respecte évidemment l'Assemblée nationale, mais elle est soutenue par le groupe socialiste, elle est soutenue par bien au-delà d'ailleurs de la gauche, et il y aura une action de groupe qui sera inscrite dans le droit français dans les semaines à venir, et cette action de groupe, disons-le, elle comblera quoi? Ce qui était une lacune en matière de protection des consommateurs en France. On ne pouvait pas, pour les litiges de consommation du quotidien, on était seul. Désormais, on pourra se regrouper pour obtenir réparation. Derrière les associations qui sont déjà en place. Derrière les associations de consommateurs, mais c'est surtout que pour tous ces litiges du quotidien qui peuvent empoisonner votre vie, vis-à-vis desquels vous étiez seul auparavant, vous aurez, sans avoir à déclencher de procédure vous-même, vous pourrez être représenté et obtenir enfin réparation du préjudice que vous avez subi dans tout le champ de l'économie et des litiges de consommation, ce qui est un champ considérable. Il y a quand même des secteurs qui ne sont pas concernés, et certains disent que ça affaiblit la portée de ce texte. Je pense bien sûr au préjudice en matière d'environnement et de santé. Par exemple, le scandale du Mediator serait exclu d'une action de groupe. Alors pourquoi? Parce que l'action de groupe telle que là on la conçoit, elle va vous permettre d'obtenir réparation du préjudice économique subi. Pour le Mediator, vous n'attendez pas d'être remboursé du montant des cachets des pilules que vous avez consommées. Vous attendez d'obtenir réparation du préjudice en termes de santé, ce qui suppose une expertise individuelle. Ce que le président de la République a dit lors du Conseil des ministres où j'ai présenté ce texte, c'est que s'il doit y avoir élargissement du champ d'application à la santé et à l'environnement, ce doit être après l'examen de ce texte qui se limite au préjudice économique, parce que c'est pas dans le code de la consommation qu'on va pouvoir s'attaquer à l'action de groupe en matière de santé, parce que là, nous sommes dans la réparation du préjudice économique. Pour la santé et l'environnement, il s'agit de la réparation d'un préjudice de santé ou d'un préjudice sur la nature, et c'est un autre type de procédure qu'il faudra créer, mais soyons clairs, le fait que le champ d'application soit limité
à la consommation et aux pratiques anticoncurrentielles ne signifie pas du tout que la santé et l'environnement sont écartés des intentions du gouvernement de légiférer. Au contraire, il y a vocation à ce que ce champ d'application s'élargisse. D'accord. Alors, autre interrogation, est-ce que vous allez instaurer le fichier des Français qui ont des crédits? Parce que ça devait figurer dans votre texte de loi et puis on ne l'a pas vu venir. On ne l'a pas vu venir. Pourquoi? Parce que le Conseil d'État nous a fait des remarques nous disant, tel quel, vous allez ficher 25 millions de personnes, ça concerne à peu près 800 000 personnes en surendettement, c'est disproportionné. Ce que j'ai voulu pour être sûr que l'on crée ce registre national du crédit et éviter que le fameux crédit de trop, c'est reprendre ma copie et saisir formellement le Conseil d'État sur la façon de sécuriser juridiquement ce texte, de façon à ce qu'il ne soit pas ensuite invalidé par le Conseil constitutionnel. Et pardon d'être un peu techno, mais sous forme d'amendement gouvernemental, nous remettrons le registre national du crédit. Ça va revenir donc très vite. Voilà. Et ça, pour être très concret, ça permettra tout simplement aux prêteurs, au moment où ils vous prêtent ou ils s'apprêtent à vous vendre un crédit à la consommation, de vérifier sur un fichier votre solvabilité. Et ce sera surtout une manière pour nous, cette fois-ci, de responsabiliser le prêteur qui pouvait, quand il y avait des dossiers de surendettement, dire écoutez, moi j'ai prêté de l'argent à telle ou telle personne, c'est elle qui est responsable, elle avait déclaré de bonne foi qu'elle était solvable, elle ne l'était pas. Là, cette fois-ci, nous éviterons que l'on prête le crédit de trop et nous responsabiliserons cette fois-ci concrètement l'établissement de crédit, l'établissement bancaire, le prêteur. C'est pour ça que les banques sont réticentes. Alors là encore, c'est un lobby face à vous? Ah ça, le lobby bancaire, il existe. Mais oui, elles sont réticentes pour celles qui, dans les faits, ont un fichier privé. Parce qu'à force d'être dominantes sur le marché, elles connaissent à peu près la situation de tous leurs clients. Mais la vertu que moi je revendique à ce registre national du crédit, c'est qu'elle va mettre de la concurrence sur le marché du crédit. Et davantage de concurrence sur le marché du crédit, ce sera des taux qui vont forcément baisser. Et je pense que ça permettra notamment à une partie de la population, je pense aux jeunes ménages, qui n'ont pas forcément accès au crédit à la consommation, d'y avoir accès beaucoup plus facilement que ça n'a été le cas aujourd'hui. Donc ça aura des vertus dans la lutte contre le surendettement, mais ça aura des vertus aussi dans le soutien à la consommation et au pouvoir d'achat des ménages, notamment les jeunes ménages. Alors, question pratique, ça ne dépend pas entièrement de vous, Benoît Hamon, mais quand est-ce que l'origine de la viande va-t-elle figurer sur l'emballage des plats préparés? Alors de manière volontaire, il y a un certain nombre d'établissements, en tout cas d'enseignes de la grande distribution, qui veulent de manière volontaire étiqueter viande bovine française, viande porcine française et avancer dans ce domaine-là. Ça a été confirmé aujourd'hui dans une table ronde que j'ai animée avec Guillaume Garot et les professionnels. Cela étant dit, ce que nous souhaiterions, les Français, et nous avions porté ça avec Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, auprès de la Commission européenne et de nos partenaires européens, c'est que la législation européenne change. On peut sortir par le haut de la crise de la viande de cheval, mais en faisant des progrès. Et l'Union européenne n'a pas tant que ça d'occasion de montrer comment elle peut être très concrètement... Elle s'est saisie du sujet, il lui faut le temps aussi. Mais là, en tout cas, je veux redire qu'elle n'a pas tant que ça d'occasion de montrer comment elle peut être concrètement utile aux consommateurs européens. Là, elle a l'occasion, en faisant quoi? En faisant en sorte que demain, dans votre plat préparé, sur l'emballage, il y ait l'information, dès lors que la viande est un des ingrédients, l'information sur le lieu d'abattage, lieu d'élevage et le lieu de naissance, bref, l'origine de la viande qui rentre en compte dans la préparation de votre plat. Là-dessus, j'observe quoi? C'est qu'au départ, il y a une belle mobilisation, parce qu'il y avait vous, qui regardiez ce que la Commission faisait, les journalistes. Et maintenant que votre regard est ailleurs, en raison de l'actualité, j'ai vu, je constate que cette mobilisation a considérablement faibli de la part d'un certain nombre de nos partenaires européens, comme de la part de la Commission européenne. Nous, on ne va pas lâcher la pression. On ne va pas lâcher la pression parce que... vous avez trouvé votre combat européen, là, mais j'ai pas trouvé mon combat européen. C'est pas normal que la tromperie économique ait existé à échelle qui est aussi grande en Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, quand on cherche, on trouve. Et pourquoi on a trouvé en France, pardon. Parce qu'on a cherché. Pourquoi on a moins trouvé ailleurs? Parce que je pense qu'on a moins cherché. Il y a d'autres scandales cachés aujourd'hui. Je pense que cette affaire-là est loin d'être terminée dès lors qu'on maintient un niveau de contrôle qui s'assurera que vous ne mangez pas de cheval à la place de bœuf, que vous ne mangez pas autre chose à la place du mouton, etc., etc. Et donc je dis à la Commission européenne... Il y a encore des scandales cachés. Il n'y a pas qu'il y a des scandales cachés, il y a des risques de scandales dès lors qu'on maintient un modèle économique qui est celle d'une alimentation low cost, où à force de pousser à la baisse des prix pour les plats que vous achetez, eh bien vous pouvez craindre que la qualité de l'alimentation qu'il y a dans ces plats-là soit de plus en plus mauvaise. Eh bien moi je ne me résous pas à ce qu'en Europe, une grande partie des classes moyennes, des classes populaires, parce que leur budget alimentation est orienté à la baisse
Alors pour des raisons simples, leur salaire n'augmente pas, leur pension n'augmente pas, les dépenses d'énergie augmentent, les dépenses de téléphonie peuvent augmenter, les dépenses dites incompressibles augmentent, ce budget alimentation se réduit, donc on achète de moins en moins cher, et au bout du compte, en achetant de moins en moins cher, on mange aussi... On sait plus ce qu'on mange. Déjà, on ne sait plus. Ce qu'on nous fait manger. Et on mange de la moins bonne qualité. Je ne m'y résous pas, c'est la raison pour laquelle nous ne lâcherons pas la pression, ni en France sur les contrôles, toute l'année 2013, sur la viande et le poisson, je rajoute, et nous maintiendrons la pression aussi sur la Commission européenne et nos partenaires européens. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche? Il y a des députés PS qui se prononcent pour cette mesure. Vous, en tant que ministre des consommateurs, qui serait peut-être désireux j'entends ça. Il y a une conférence sociale. Non, il y a une conférence sociale. Oui. Je souhaite, moi, que les syndicats s'expriment sur ce sujet. J'entends bien l'argument emploi. Oui, mais j'ai une opinion. Une opinion, c'est que je pense qu'en matière de droit du travail, aujourd'hui, il faut faire en sorte que les syndicats puissent donner le là. Et moi, je considère que, à force de rogner sur le droit du travail par tous les côtés, on va finir par remettre en cause un bel édifice. Et je pense que ça doit relever de la négociation entre les partenaires sociaux avant de savoir s'il faut des régimes d'exception un peu partout. D'accord, c'est votre réponse. Donc, ce patron de cette chaîne de magasins qui veut ouvrir ses boutiques le dimanche, c'est votre réponse aussi à une partie des députés PS, hein? Il y a un ordre du jour à la conférence sociale, j'entends bien, mais que la conférence sociale donne son avis, et d'abord les partenaires sociaux sur ce sujet. Benoît Hamon, vous avez sans doute été scandalisé comme nous tous par le drame du Bangladesh. Plus d'1 millier d'ouvriers d'ailleurs, essentiellement des ouvrières ensevelis lors de l'effondrement de ces ateliers de la misère qui fournissent les grandes chaînes de vêtements occidentales. Pareil que sur le même modèle économique que sur la viande, hein. La viande, ça commence à quoi? Un salarié à 4 € de l'heure, roumain, en Allemagne. Alors, c'est pas un salarié au Bangladesh qui est payé quelques centimes d'euros de l'heure. 32 € par mois. Voilà, donc quelques centimes de l'heure. Mais c'est le même modèle économique. Alors, on n'a pas entendu les États là-dessus. En tout cas, nous, on s'est exprimé. Moi, ce que je souhaite, c'est que, au-delà des chartes et des engagements, on revoie ce qui est un modèle économique qui est fondé sur quoi? Sur le fait aujourd'hui que l'on exploite la misère de travailleurs au Bangladesh pour se vêtir, s'habiller les uns les autres à des tarifs où, au bout du compte, le prix quand même auquel vous allez acheter votre t-shirt, votre chemise ou votre pantalon, il est largement plus élevé que ce qui a été le coût de production. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont margé, ou qui ont réalisé des bénéfices et des intermédiaires, parfois assez colossaux entre-temps. Bien sûr, c'est sur ces points que nous Vous avez envie d'agir? Vous pouvez, vous, agir? Oui, on peut agir comment? D'abord en demandant des explications aux marques françaises qui sont en aval. Et aux marques européennes, en aval, c'est quoi? C'est celles qui distribuent. Et moi, j'attends de savoir, et d'en savoir un peu plus sur la chaîne de donneurs d'ordre qui amène à ce qu'au bout de ligne, on ait des ateliers qui continuent, parce que c'est pas, hélas, un atelier aujourd'hui s'est effondré avec des milliers ou en tout cas plus de 1000 salariés qui sont morts, mais il y a compte des ateliers qui continuent à fonctionner. Eh bien, moi je pense que cette responsabilité du donneur d'ordre initial, celui qui met sur le marché, elle doit être pointée, et j'attends que les marques françaises vous leur demandez prennent des engagements. D'accord, des engagements, même s'il faut dire que le textile a permis à bien des États, dont le Bangladesh, de sortir partiellement de la misère. C'est aussi un facteur positif, mais il y a la contrepartie, évidemment. Non, mais attendez, il y a plein d'autres manières de sortir de la misère que celle-là. Si l'argument, c'est de dire ces gens-là sont quand même beaucoup plus heureux avec quelques centimes d'euros qu'ils ne l'étaient avant, alors qu'ils vont le payer de leur vie, moi, c'est pas la perspective qu'il faut, en tout cas, que je soutiens. Ce qu'il faut soutenir aujourd'hui, c'est le fait que ces pratiques, qui sont des pratiques de dumping social, qui se fondent sur la misère des gens et l'exploitation de la sueur et de la santé de ces gens, cessent. Donc voilà, pression sur les donneurs d'ordre occidentaux. Et non, parce que c'est facile de parler de la responsabilité sociétale, environnementale ou sociale des entreprises, où on voit de beaux affichages sur la RSE, et derrière, il y a ces pratiques-là. La RSE, c'est pas le fait de faire travailler des gens comme celle-là. Parce que sinon, ça s'appelle du social washing, comme on dit. C'est-à-dire qu'on on fait une belle lessiveuse, on fait une belle communication, une belle politique marketing. Mais moi, je retiens qu'il y a aujourd'hui des ateliers qui continuent à fonctionner au Bangladesh et dans beaucoup d'autres pays. Pression sur les passeurs d'ordre et puis mobilisation des consommateurs. Alors il faut également par exemple saluer l'action de l'association Éthique sur l'étiquette. Voilà. En termes d'étiquette, est-ce que vous conservez celle de représentant de l'aile gauche, Benoît Hamon?
Elle ne me gêne pas. Elle ne vous gêne pas. Alors, Karine Perret de l'AFP va vous interroger sur votre ligne et votre accord sur la ligne qui a été fixée l'autre jour par François Hollande. Une social-démocratie assumée avec des réformes qui passent mal à gauche. Et si le chef de l'État remaniait, non pas Bercy, mais sa majorité, scénario de politique fiction signé Mathilde Bélanger. Je suis socialiste. Ai-je besoin de me dire social-démocrate? Est-ce que ce serait mieux d'être social-démocrate? Il se trouve que j'ai dirigé pendant des années le Parti socialiste. Je ne l'ai pas appelé le Parti social-démocrate. François Hollande n'aime pas se qualifier ainsi et pourtant, depuis quelques mois, la ligne du président laisse de moins en moins place au doute. Rigueur budgétaire, pacte de compétitivité, main tendue au patronat, une ligne qu'une partie du PS voudrait le voir davantage assumer. Nous sommes aujourd'hui au gouvernement, avec nos ministres et au Parlement, pour la majorité, des sociaux-démocrates sur la méthode. La méthode qui est celle de mettre le capital au service de la société et de nos citoyens et non pas d'être soumis au marché. À la gauche du PS, en revanche, la pilule a plus de mal à passer. Le mois dernier, 35 députés socialistes ont refusé de voter la réforme du marché du travail. Désormais, c'est la loi sur l'amnistie sociale proposée par le Front de gauche qui divise les parlementaires socialistes. Pour mener à bien sa politique, François Hollande pourrait bien rêver d'une majorité un peu différente. Sa majorité rêvée, ce serait d'avoir une majorité socialiste qui soit ultra majoritairement sur cette ligne et avec une aile gauche qui soit réduite à la portion congrue. L'autre élément qui pourrait constituer un paysage politique plus favorable, ce serait que des responsables politiques ou des électeurs venant d'autres horizons, je pense notamment à la sensibilité centriste, puissent accepter éventuellement de faire une partie de chemin avec lui. François Hollande l'a assuré, il n'y a pas d'ouverture possible au gouvernement. Mais des rapprochements pourraient avoir lieu lors des prochaines échéances électorales, lors des municipales ou des européennes 2014. Voilà, Karine Perret de l'agence France Presse nous a rejoint. Benoît Hamon, bonsoir Karine. Bonsoir. Vos questions au ministre. Bonsoir. Les représentants de l'aile gauche, l'étiquette est revendiquée. Alors, l'ouverture au centre, ça peut être de la politique fiction, comme le dit le sujet, mais est-ce que ce ne serait pas aussi un scénario rêvé par le chef de l'État? Vous, en tant que représentant de l'aile gauche, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une fable. Qu'on soit sur l'aile droite, le corps du milieu, l'aile gauche, tout ça est une fable. C'est un vieux marronnier, ça va encore faire parler. Le président a totalement dit que qu'il n'était absolument pas à l'ordre du jour, mais bon, moi je pense que c'est un scénario qui n'a aucune crédibilité ni politique, encore moins de consistance sur le plan d'une majorité parlementaire. Avec qui voulez-vous la faire? Avec le MoDem? Qui a combien de députés? Un? Ça me paraît un peu compliqué. Il a un leader qui se juge lui-même charismatique. Oui, mais c'est une majorité parlementaire, ça se fait pas avec du charisme, ça se fait avec des députés. Ouais. Et le fait que François Hollande refuse de se définir comme social-démocrate lors de sa conférence de presse, ça vous a rassuré? Mais non, parce que je veux juste dire une chose. La social-démocratie, tout le monde l'assume au Parti socialiste. Pourquoi? Parce que je crois qu'on ne sait pas bien le sens de ce mot. Le Parti social-démocrate allemand, c'est un vieux parti, qui est un parti qui était pas moins marqué à gauche que n'était le Parti socialiste, même plus marqué parfois à gauche que l'était le Parti socialiste. Et la social-démocratie, nous sommes dans la social-démocratie. Il y a plusieurs courants dans la social-démocratie. Et je pense qu'on confond social-libéralisme et social-démocratie. Le courant social-démocrate, il inclut les socialistes français. Après, qu'est-ce que ça veut dire la social-démocratie telle que je crois la comprendre dans la bouche de certains journalistes? Dans la réalité, ce serait le social-libéralisme. Je ne crois pas que le président de la République ait choisi une voie social-libérale. Là où il a choisi une méthode qui nous différencie évidemment de nos prédécesseurs et peut-être un tout petit peu de ce qu'on avait pu faire dans les années 80. C'est le choix du dialogue social, c'est le choix de faire de la négociation sociale une forme de préalable à la loi, avec un pari qui est un pari important dans un contexte où le rapport de force n'est pas forcément très favorable aux salariés, entreprise par entreprise, et où il faut justement revigorer les conditions dans lesquelles les salariés font entendre leur voix. Et c'est cette méthode qui rapproche probablement aujourd'hui l'exercice du pouvoir en France, de ce qu'on a pu constater en Allemagne, de ce qu'on a pu constater de la culture social-démocrate suédoise, nordique, etc., scandinave, pour faire vite. De ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a un rapprochement avec un modèle qui est un modèle allemand ou un modèle scandinave. Dans la méthode, mais là on va parler des réformes de fond maintenant. Mais justement, mais c'est le plus important. Parce que après, je conteste qu'aujourd'hui on soit sur une dérive qui est une dérive, parce que ce serait pour le coup, vers le centre ou vers la droite, quoi.
On parlait donc de dialogue social. Bientôt, la conférence sociale au mois de juin va aborder un gros dossier, le sujet des retraites. François Hollande a dit là-dessus qu'il faudrait travailler plus longtemps. Vous dites oui à ça. Quel est votre position sur la question de l'allongement de la durée de cotisation, moi, ma position, elle est la suivante. Moi, je considère qu'on ne peut pas mettre un signe égal entre quelqu'un qui est un cadre, qui n'aura pas eu d'exposition majeure au stress, ou en tout cas un travail qui affecte sa santé, soit parce qu'il n'a pas eu de travail posté, de travail à l'extérieur, de port de charge, etc. Et celui qui a été exposé à des risques qui vont réduire son espérance de vie. La réalité, c'est que nous savons aujourd'hui que selon les métiers ou les branches dans lesquelles on travaille, on n'a pas la même espérance de vie une fois que l'on part à la retraite. Et moi, je considère qu'il est venu le moment où il va falloir mettre sur la table la question de la pénibilité, qui doit dire quoi? C'est qu'il y a un certain nombre de métiers que vous allez peut-être avoir durant votre vie, où une année travaillée doit valoir 1,1, 1,2, 1,3 années cotisées. De façon à ce que ceux-là n'aient pas à cotiser 44 annuités, alors qu'ils ont déjà une espérance de vie qui est beaucoup plus courte que les autres et qui réduirait considérablement le temps qu'ils vont passer à la retraite et les dernières années dans des conditions où physiquement ils ont du mal en plus à aller jusqu'au bout. Donc il faut faire la différence entre ces métiers qui sont des métiers durs et qui ne sont pas que des métiers physiques. Il peut y avoir un certain nombre de métiers où on est exposé à des tâches répétitives ou à un niveau de stress, à des formes de management qui exposent à des pathologies. Mais que ce travail-là soit fait, et ce que je veux dire, c'est que moi je n'accepterai pas une réponse qui, de la part notamment d'un certain nombre d'organisations patronales, nous disent c'est trop compliqué la pénibilité. On est capable de faire aujourd'hui des moyennes où en fonction des métiers, on sait que, eh bien, après votre retraite en moyenne, vous n'avez que 8 années à vivre. Et d'autres où vous en avez 20 à vivre. Eh bien, on doit pouvoir travailler à cela. Et je me méfierais dans ce domaine-là d'un registre un peu incantatoire que j'ai pu entendre ou à droite ou de la part, alors pas de tous, mais d'une partie des patrons. Nos questions portent sur les projets du gouvernement, de ce qu'on entend aussi au gouvernement, on est bien d'accord. L'allongement de la durée de cotisation. Pour tous. Mais s'il y a un allongement de la durée de cotisation, ça ne peut pas être de la même manière pour tous, parce qu'il doit y avoir prise en compte de la pénibilité. Ça, c'est mon avis. Pour les métiers que vous jugeriez donc non pénibles, c'est quelque chose qui vous gênerait pas. Mais ça change tout, parce que savoir que parce que du coup on est dans une approche. Mais vous n'aviez pas le même discours en 2010 quand je tiens compte de la situation actuelle. Vous avez évolué vous-même sur le sujet. On se souvient de vos manifestations communes, par exemple avec Jean-Luc Mélenchon sur les retraites. Et lui, il va continuer à se mobiliser, à descendre dans la rue. Tout le Parti socialiste a manifesté. Oui. Il n'y a pas que Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens de vous. Tout le Parti socialiste a manifesté dans sa totalité contre la réforme Fillon qui était censée mettre à l'équilibre. Oui, mais vous ne voulez pas être en contradiction avec vous-même, on a l'impression. Mais c'est pas, je ne veux pas être en contradiction. C'est pas que je ne veux pas être en contradiction. Je souhaite qu'il y ait le maintien d'un système par répartition qui soit, si possible, équilibré sur le plan financier et qui tienne compte de quoi? Ce que je n'ai cessé de réclamer avec beaucoup d'autres, du fait qu'on n'est pas égaux devant la retraite. Selon qu'on soit une femme ou un homme, selon qu'on soit un travailleur sur des métiers pénibles ou pas. On n'est pas égaux. Or, aujourd'hui, il y a un enjeu fondamental à dire quoi? À dire que pour ceux qui ont eu un métier pénible, ces années de métier pénible doivent les amener à cotiser moins. Mais la vie de bureau peut être très pénible aussi, vous le savez. Vous avez parlé du stress il y a un instant, le stress des cadres, c'est aussi une réalité. C'est vrai que ce n'est pas un métier physique comme vous le définissez, mais... Et puis il est plus facile de mesurer aujourd'hui l'impact dans des filières ou des métiers où des gens ont passé leur vie à travailler posté ou à travailler à l'extérieur. Mais cette question de la pénibilité, elle est à mes yeux au cœur, elle doit être au cœur de la négociation sociale. J'entends, mais en disant ça, je ne crois pas être en contradiction avec qui que ce soit, parce que ce sera aussi la position du gouvernement. Très bien. Un autre sujet, un autre dossier, c'est les relations entre la France et l'Allemagne. On a vu un texte du Parti socialiste fin avril qui poussait Hollande au bras de fer avec la chancelière Angela Merkel. Et puis, depuis, Jean-Marc Ayrault, puis François Hollande n'ont cessé de parler de l'importance de la relation franco-allemande. Est-ce que ça vous a pas un peu déçu ? Mais non, mais on peut dire que la relation franco-allemande est essentielle, elle l'est, sans pour autant dire qu'il faut faire comme Nicolas Sarkozy et être soumis. Nicolas Sarkozy était soumis à Mme Merkel. Le président de la République a, lui, obtenu en un an la réorientation de la politique européenne contre l'avis de qui? De l'Allemagne. Mme Merkel n'était pas favorable à ce délai supplémentaire donné.
Donc constatons que l'action qui est celle double, et c'est pour ça que je vais faire délibérément, on parlera peut-être de Bercy, mais l'action conjointe d'un Pierre Moscovici qui, par le travail de conviction, prépare le terrain, et d'Arnaud Montebourg et d'autres, moi et quelques-uns, qui faisons vivre aussi une parole française dans le débat européen. Dans un camp, quand même. Hein. Mais non, mais oublions ça, je pense que c'est complémentaire. Le but, il était quoi? Le président de la République voulait que le rythme de consolidation budgétaire, le rythme auquel on réduit les déficits, se fasse pas au détriment de la croissance. Or, il se passe, c'est quoi? C'est que si on avait écouté aujourd'hui ce qu'étaient les rythmes voulus par la Commission européenne et poussés par les Allemands au départ, nous aurions encore plus de récession partout en Europe. Et nous aurions en France une situation bien pire. C'était le choix qu'avait fait Nicolas Sarkozy avant. Nous avons décidé de prendre un autre chemin. Nous avons gagné là-dessus. Et que ce soit dit... Ah oui, mais attendez. Oui, mais on n'a pas entendu François Hollande. D'abord, je retire le cercle. Il y a une opportunité pour réformer. Ça, nous avons gagné, oui. Et quand on gagne politiquement, là où aucun pays, aucune coalition n'avait obtenu le moindre délai, le moindre remise en cause des sacro-saints principes qui étaient ceux de la Commission européenne, totalement dédiés à son objectif des 3%, nous l'avons obtenu. C'est une victoire politique, elle est due à quoi? À l'action de François Hollande, servie par son gouvernement et ses ministres qui, sur des registres complémentaires, agissent. Vous n'avez plus la peur d'une France low cost aujourd'hui, alors, avec ce sursis de 2 ans? Tous les jours, j'ai la peur d'une France low cost. Mais pourquoi j'ai la peur d'une France low cost? Parce que le modèle économique qui est défendu par une majorité des gouvernements conservateurs en Europe et une majorité des commissaires au collège des commissaires issus de ces gouvernements, c'est ce modèle économique. Et je pense ce modèle économique tragique pour nos modèles sociaux. Pourquoi? Parce qu'à force de tirer vers l'économie low cost, il faut réduire les coûts de production. Si vous réduisez les coûts de production, les entreprises demandent une réduction du coût du travail, donc une réduction de votre salaire, une réduction de la contribution des entreprises pour payer votre sécurité sociale et pour payer vos retraites. Et à force, nous aurons quoi? Nous aurons une sécurité sociale low cost. Ou en tout cas, on aura une sécu à 2 vitesses. Quand vous aurez les moyens de vous payer une complémentaire, vous la paierez. Et si vous n'êtes... Oui, c'est déjà un peu le cas, vous avez entièrement raison. Mais justement, moi je ne me résous pas à l'idée que finalement, les protections ne soient réservées qu'à ceux qui ont les moyens de se les payer. Or, nous luttons contre cela. Pour cela, il faut lutter contre un modèle économique low cost qui est quand même tragique en Europe. Quand on pense qu'on était envié dans le monde entier en raison de notre richesse, mais aussi notre haut niveau de protection sociale et haut niveau de service public. Voulons-nous sacrifier et l'un et l'autre pour vouloir être, en théorie, aussi riches? Mais je observe que depuis 20 ans, on ne fait pas beaucoup de croissance en Europe. Mais que ce sont surtout les plus riches qui soient plus riches, mais que tous les autres s'appauvrissent. Moi, je ne souhaite pas ça. Et les élections européennes seront déterminantes pour changer cela. Karine, dernière question. Une dernière question sur Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre du Budget, qui laisse planer le doute sur un éventuel retour au municipal de 2014 dans son fief. Est-ce que c'est un boulet pour le gouvernement, pour les socialistes? Mais moi, je ne suis pas dans sa tête à Jérôme Cahuzac. Je le connais assez. Je suis content qu'il ait fait ce choix de ne pas revenir. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut qu'il ouvre un autre chapitre personnel. Et tant qu'il restera sur ce chapitre, d'abord je pense que pour son propre camp, sa propre famille politique, et je crois qu'il y est attaché, ce ne sera pas bon. Et je pense que, mais je ne sais pas s'il acceptera mes conseils, je pense que pour lui-même ce ne sera pas une bonne chose. Sur ce sujet, une dernière question, est-ce que EELV doit se présenter? Est-ce qu'on doit avoir un candidat EELV pour la législative partielle? Je pense que dans le contexte qui est celui d'une montée très forte du Front National qui, moi, un candidat écologiste me pèse, parce que je pense que nous avons là affaire à un danger très fort. Je pense que dans ce contexte et celui de cette élection, il faut une candidature, si possible, unique de la gauche. Merci Karine. Merci. Karine Tharnaud de Public Sénat arrive, elle va nous rejoindre, Benoît Hamon. Et si votre ambition passait par une sortie du gouvernement, même si on vous a entendu là, on vous a entendu, quel beau satisfecit, vous êtes le seul membre revendiqué de l'aile gauche à attribuer ainsi un tel satisfecit au chef de l'État. Enquête menée par Faustine Saint-Geniès. Il a fait le grand écart et a dû renoncer à son style bien trempé de porte-parole du Parti socialiste. Benoît Hamon est l'un des rares représentants de la gauche au gouvernement, avec Arnaud Montebourg. Mais il peine parfois à se faire entendre face au ministre du redressement productif plus flamboyant. Une critique balayée d'un revers de main par son ami David Assouline, également porte-parole du Parti socialiste. C'est quelqu'un de très combatif, d'opiniâtre,
Et ce qu'on connaissait moins, mais là justement on le connaît, je sais que c'est un bosseur, qui va d'ailleurs avec ce côté opiniâtre. Et ce n'est pas, on va dire, la tchatche, la flamboyance qui a fait ce qu'il est. Puisque vous comparez avec Arnaud Montebourg, ils n'ont jamais eu le même style. Et le problème dans un gouvernement, ou même dans une équipe, n'est pas de flamboyer plus que d'autres. Benoît Hamon serait donc plutôt un bétonneur, celui qui se place derrière la ligne de défense pour colmater les brèches au football. C'est d'ailleurs son rôle lorsqu'il joue avec ses camarades du PS. Mais si la tendance social-démocrate du gouvernement se confirme, il sera de plus en plus difficile pour Benoît Hamon de faire entendre sa voix. Benoît Hamon fait partie de ces ministres qui d'abord qui parlent, qui donnent leur point de vue et qui sont écoutés. Après, je ne vous cache pas que, évidemment, on va dire l'orientation actuelle du gouvernement, de mon point de vue, mériterait de sérieuses inflexions. Mais ça, c'est pas le problème, c'est pas la faute de Benoît Hamon. Je veux dire, c'est aussi un cap qui a été donné par le président de la République. Pour se faire entendre, Benoît Hamon pourrait se tourner vers l'Île-de-France. Certains lui prédisent un avenir à la présidence de la région pour succéder à Jean-Paul Huchon, à condition que celui-ci accepte de céder son siège. Voilà, Perrine Tano nous a rejoint pour vos questions au bétonneur Benoît Hamon. Exactement, le bétonneur. C'est la première fois qu'on dit ça. On dit le flingueur. On disait le flingueur quand vous étiez porte-parole du PS. Ça, c'est le nouveau visage de Benoît Hamon, c'est-à-dire un style un peu moins flamboyant, un peu moins cogneur pour celui de bosseur. Quand on est ministre, on est attendu sur ces dossiers. Moi, j'ai la consommation, j'ai l'économie sociale et solidaire. Ce sont deux gros dossiers, j'ai deux lois en préparation. On m'attend pas pour faire mon petit numéro sur voilà. Il y en a d'autres déjà qui le font à Bercy. Non, c'est pas ça. C'est que je pense quand je pense que j'ai à dire quelque chose et à exprimer un désaccord, je l'ai fait. Et on n'a quand même pas beaucoup entendu Benoît Hamon. On a beaucoup dit il avale des couleuvres au sein des gouvernements. Oui, mais parce qu'on dit ça quand je parle, on dit que je parle trop, et quand je parle pas, j'avale des couleuvres. De toute façon, on n'a jamais le beau rôle dans ces cas-là. Mais moi, je sais juste que on est dans un gouvernement, c'est un collectif. Moi, j'ai un objectif comme tout le monde, c'est que le chômage, sa courbe soit inversée à la fin de l'année 2013. Pour ma part du boulot, c'est qu'il y a les emplois d'avenir. La moitié d'entre eux seront dans l'économie sociale et solidaire. Si on arrive à en faire 50 000, pour ce qui nous concerne, nous, chez les jeunes peu ou pas qualifiés dans l'économie sociale et solidaire, ce sera une contribution extrêmement importante. Donc, oui, on est attendu sur le fait de travailler. Je ne suis pas porte-parole dans ce gouvernement. Porte-parole du PS, c'était une activité qui devait m'amener à cogner, effectivement. Et je regrette pas ces moments-là, mais je suis très content d'être passé aussi à autre chose. On a quand même peu entendu vos désaccords. Vous dites que vous avez eu parfois des désaccords depuis que vous êtes au gouvernement. Je ne suis pas là pour faire l'inventaire ça a été suffisamment noté au moment où je les ai exprimés, mais si vous n'en souvenez pas, c'est juste, il n'y a pas de problème. Mais ce que on je veux a parlé dire, c'est de l'austérité, on vous a entendu sur la retraite, d'ailleurs en disant que vous étiez sur la ligne, mais bon, quand même, avec des réserves. Moi, il y a des cadres dans lesquels, aujourd'hui, le Premier ministre nous permet que le débat existe. Une fois que le débat est tranché, il est tranché. Si demain, je devais avoir, comme n'importe quel ministre, il n'y a pas que Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, un désaccord qui m'amène à penser qu'on fait fausse route vis-à-vis de qui? Des classes populaires. Mais j'exprimerai ce désaccord. Si je ne pense qu'il n'a pas de solution dans l'activité de ce gouvernement, j'en tirerai les conséquences comme tout le monde. Mais il faut arrêter de... être au gouvernement, ce n'est pas tous les jours faire l'inventaire des couleuvres qu'on avale, des petites et des grandes trahisons. Ça n'est pas vrai. Moi, mon quotidien, c'est de faire en sorte que demain, il y ait l'action de groupe. Qui c'est qui couine, pardon, l'expression n'est pas jolie, mais qui crie les grands groupes? Est-ce que ça montre que ce gouvernement a choisi de s'aligner derrière le CAC 40? Non, l'exact contraire. Quand je prépare le registre national du crédit pour responsabiliser les prêteurs qui les banques, on en a parlé tout à l'heure. Ça montre que ce gouvernement n'est pas aligné derrière les grands groupes. Quand je prépare dans la loi économie sociale et solidaire des dispositions sur la reprise par les salariés de leur entreprise, là encore, je ne sens pas le MEDEF très enthousiaste. C'est la démonstration. Donc vous avez l'impression d'être vraiment dans votre rôle et dans votre notamment d'ex-représentant de l'aile gauche du PS. Pas ex, je change rien à mes convictions, mais le problème c'est qu'on a les étiquettes. vous collent à la peau. Oui, mais je les accepte.
Emmanuel Morel, qui est un brillant représentant de cette aile-là aujourd'hui. Et dans beaucoup de ses expressions, j'entends des choses qui font écho à mes propres combats. Et en même temps, David Assouline, il disait, il est porte-parole du Parti socialiste aujourd'hui, il connaît les servitudes et l'intérêt du job, en quelque sorte, et en même temps, il dit l'essentiel. Quand on est ministre, on n'est plus porte-parole. Ben voilà, je suis ministre, je ne suis plus porte-parole. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même... Je suis content que ce soit lui, d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même, Benoît Hamon, où vous allez dresser le bilan de votre participation au gouvernement? Il y a 6 mois dans Libération, vous disiez, j'attends de connaître le véritable solde de ce gouvernement, de faire la part des choses entre les décisions véritablement de gauche et ce que vous appelez, vous, les décisions de droche, c'est-à-dire à la fois de droite et de gauche. Non, mais ça, l'expression de la droche, je ne pense pas qu'il y ait de ministre de droche au gouvernement. On voit bien ce que c'est la droche. Pour moi, c'est une expression qui disait une forme de canadaraille de la gauche, comme on a pu en voir. Le social-libéralisme, quoi, un peu. Oui, c'est une forme de... Oui, voilà, c'est exactement. Mais je ne veux pas épiloguer là-dessus. Ce que je crois, c'est que... moi, ce que je constate, c'est qu'il y a 20 ans déjà, on expliquait que le bout du tunnel, il était pour bientôt. Et que les gens, ils ont du mal à voir la lumière. Eh bien, que nous sommes attendus sur ça. Et une grande partie du scepticisme qui explique la montée du Front National, c'est que beaucoup ont le sentiment que droite ou gauche, et je le vis, et le président de la République le sait, et le Premier ministre aussi, beaucoup de nos concitoyens pensent qu'il n'y a plus rien à attendre de ces deux familles-là, et qu'en réalité, le bout du tunnel, il ne viendra pas pour eux. Eh bien, je pense que c'est là-dessus que nous sommes attendus dans ce quinquennat, dans la démonstration que pour les classes populaires, c'est-à-dire les gens qui vivent de leur travail ou qui aimeraient en vivre parce qu'ils n'ont pas assez de salaire, ou qui ont une petite retraite, qui sont au chômage, qui vont retrouver de l'emploi, que pour cela, on les débarrasse de ce qui leur empoisonne la vie en matière d'accès aux soins, d'accès à l'éducation pour leurs enfants, de logements dans lesquels il est difficile de vivre, de factures dont on ne sait pas se sortir. C'est là-dessus que nous sommes attendus. Si ça bouge un peu là-dessus, si on fait bouger les lignes là, je pense qu'on aura modifié quelque chose de fondamental dans la vie des Français, c'est qu'il recommencera à croire dans l'action collective et l'action politique. Ben, c'est là-dessus que moi je suis mobilisé. Et pour commencer, il y a un objectif, inverser la courbe de chômage fin 2013. C'est notre job à tous, on sera jugé là-dessus. Avant de savoir si je vais faire du blablabla, moi je travaille. Vos partenaires, les Verts, sont un peu plus dubitatifs sur... Très critiques. Ils sont très critiques, même si on écoute Jean-Vincent Placé, par exemple, le président du groupe écologiste ici au Sénat. Combien de temps les ministres Verts peuvent rester au gouvernement? Le plus longtemps possible, j'espère. Moi, je vais vous dire, mais leur situation Pascal quand même Canfin et terriblement Cécile en porte-à-faux sont d'abord, outre deux excellents ministres... Oui, mais ils sont terriblement en porte-à-faux avec la politique du gouvernement. Oui, mais sans eux, dans un gouvernement qui ne serait composé que de socialistes et de radicaux, ce serait là une grande béance qui va bien au-delà du seul parti Europe Écologie Les Verts. Leur contribution au débat économique, au débat politique est à mes yeux indispensable. Ce qu'ont apporté depuis 10 ans les Verts au débat politique, s'ils n'étaient pas représentés dans l'action de ce gouvernement, ce serait là... Ils peuvent être très critiques, ils peuvent être à la fois dans le gouvernement et très critiques. Et alors, la gauche, c'est pas la droite, on n'est pas dans la caporalisation. Moi, j'accepte qu'on puisse être critique. Mais par temps de crise, il faut quand même que le navire puisse naviguer un peu... Cécile Duflot a-t-elle manqué à la solidarité la plus élémentaire à ce gouvernement une seule fois? Jamais. Et bien moi je considère aujourd'hui qu'elle est un des poids lourds politiques de ce gouvernement dont il faut tout faire pour qu'elle ou ses amis restent et se sentent impliqués dans ce gouvernement. Le projet de loi sur l'enseignement supérieur arrive demain à l'Assemblée nationale, Benoît Hamon, avec notamment une disposition qui fait pas mal parler d'elle sur la possibilité de dispenser certains cours en anglais dans les facs. Est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre? Bah écoutez, c'est défendu par ma collègue Geneviève Fioraso, donc comme je suis au gouvernement, je suis pour. Je pense qu'il faut discuter. Voilà, il faut qu'ils discutent. Vous n'êtes pas totalement pour. Non, mais je pense, non, mais c'est pas possible. Je viens de vous dire que je suis pour. Je pense que quand il y a des gens qui sont contre, il faut discuter. On n'a pas bien compris. On ne sait plus si c'est de l'humour à un moment. Mais non, c'est pas de l'humour. Il n'y a aucun humour. Vous voulez chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Non, là encore, il y a une division au sein du groupe socialiste. Mais on veut savoir vous ce que vous en pensez. Il y a débat. On n'a pas fait élire 300 bénis. Oui, ce sont des objets, des sujets politiques, les députés. Vous Donc ils ont des opinions. L'anglais dans les facs pour les rendre plus compétitifs. Donc moi, je pense
pense qu'il faut qu'elle discute avec les parlementaires qui ont exprimé des réserves. Mais Voilà. discuter, c'est-à-dire revenir un peu sur cette disposition, c'est-à-dire trouver une position. Moi, je sais que je vais avoir des amendements au projet de loi consommation. C'est soit on fait des compromis, soit on n'en fait pas. Moi, je vais passer des compromis dans le cadre du projet de loi consommation. Si le compromis est possible, qu'elle le passe. Si c'est pas possible, il n'y en aura pas. Bon. Les élus UMP qui ont prévu d'aller manifester encore dimanche prochain aux côtés des opposants au mariage pour tous, est-ce qu'ils sont à leur place dans la rue alors que la loi a déjà été promulguée? Surtout que je pense qu'ils sont totalement perdus, quoi, à l'UMP, qu'ils sont totalement paumés, à savoir est-ce qu'on manifeste, est-ce qu'on manifeste pas, est-ce qu'on fait campagne contre NKM ou pas à Paris, et je sens surtout un désarroi lié à quoi? Au fait qu'ils n'ont pas fait l'inventaire du sarkozysme. Ils sont dans une relation idolâtre à Nicolas Sarkozy qui les empêche de faire le bilan, voire a tellement redouté son retour qu'ils ne veulent pas faire l'inventaire de ce qui a été bien, mauvais, de leur point de vue. Et résultat, qu'entend-on dès lors qu'on propose une mesure d'économie, ils nous disent non, il ne faut pas faire d'économie, mais après ils nous disent vous n'allez pas assez loin. Ils ont fait plus... surtout ça, oui. Oui, mais... Aller plus loin. Mais d'aller plus loin, mais où quoi? Pas sur la famille, pas sur les entreprises, pas sur la défense, on ne sait pas sur quoi. Après, ils nous disent ne faut pas augmenter les impôts, ils les ont augmentés plus que nous ne l'avons fait. Et donc, ce qui est très frappant, c'est cette forme de vide, de contradiction permanente. Et sur le mariage gay, écoutez, je pense maintenant, la loi a été validée par le Conseil constitutionnel. Elle est promulguée. Dans la rue, une fois que la loi est promulguée, les élus UMP. Moi, c'est pas le fait qu'ils soient dans la rue, c'est je pense qu'ils sont à la remorque d'un mouvement dont ils ont peur qu'il leur échappe. Je pense que tout l'enjeu pour Jean-François Copé, c'est la récupération politique de la manif pour tous. C'est la récupération politique de ces voix-là. Et même si elle doit se faire au prix de compromission sur le fond. Ouais. Et aujourd'hui, dans la coexistence avec la droite radicale et l'extrême droite, l'UMP enchaîne de plus en plus de compromissions sur le fond. Il n'était qu'à voir les déclarations du député scandaleuse de Vialat, le député, sur Christiane Taubira et les descendants d'esclaves. Il a retiré son tweet. Il a retiré. Un homme s'est suicidé ce mardi à Notre-Dame de Paris, un essayiste d'extrême droite qui s'appelle Dominique Venner, qui a expliqué que il faisait ce geste notamment en raison de la loi infâme sur le mariage gay. Et Marine Le Pen, Perrine, a réagi en disant que c'était un geste éminemment politique. Écoutez, c'est le suicide d'un homme. Dans la cathédrale de Paris, devant l'hôtel. Oui, écoutez, c'est effectivement avec force de symbole. Je pense que dans les ensembles d'images qui ont été manipulées à l'occasion de cette loi-là, en tout cas du débat autour de ce texte, on a vu ressurgir un vieux fond d'extrême droite dans ce pays qui m'inquiète moi beaucoup, mais ce qui m'inquiète encore plus, c'est un certain nombre de silences de la droite par rapport à ce durcissement d'une partie de sa base. Je rappelle que la loi n'enlevait rien à aucun citoyen. Elle n'enlevait rien. Elle en donnait à d'autres et elle garantissait l'égalité des droits. Mais elle n'enlevait rien à aucun de ceux qui manifestaient, ce qui n'empêche pas de dialoguer. Pourquoi? Parce que ce dialogue il est légitime avec ceux qui sont contre, mais je trouve que voilà, il y a un air, une atmosphère qui est parfois inquiétante. Merci Benoît Hamon, merci Perrine. Merci Michel. Bonsoir à tous et à très vite. Une semaine politique et parlementaire passée au crible de l'image et du questionnement. La compétitivité, maintenant, c'est un problème. Le coût du travail qui n'était pas un problème, qui n'existait pas, est maintenant un problème. La crise écologique est de plus en plus vive. Eh bien, on a besoin de changer les choses et rapidement. Parlement Hebdo, pour ne rien manquer, pour tout comprendre. C'est vendredi à 17h45. J'ai affirmé que la grande priorité
du prochain quinquennat sera l'école, l'éducation. Je revendique les 60 000 postes d'enseignants, de surveillants, d'assistantes sociales, d'infirmières. Nous avons besoin de 150 000 professeurs pour les 5 années qui viennent. Pas pour les professeurs pour eux-mêmes, mais pour former des millions et des millions d'enfants. Nous avons 12 millions d'élèves scolarisés aujourd'hui dans le système. Ils sont la France de demain. L'école de la République, grande priorité affichée du quinquennat. Pour réfléchir au recrutement et à la formation des professeurs, Jacques-Bernard Magnier, sénateur du Puy-de-Dôme et ancien enseignant, a dirigé pendant 4 mois un groupe de travail. Objectif, nourrir la future loi sur la refondation de l'école, grâce à une trentaine d'auditions au Sénat et à des déplacements dans différentes académies. Il y a donc 3 grands objectifs. D'abord, de retrouver un vivier qui permette d'assurer la pérennité du métier d'enseignant, parce que pour qu'on ait des enseignants, il faut qu'il y ait des gens qui veuillent s'y former. Ensuite, retrouver une base sociale plus large, une assiette sociale plus large du recrutement, puisqu'on voit bien que pour le master, il y a une forme, entre guillemets, d'embourgeoisement de ceux qui bénéficient de ces formations. Et enfin, une meilleure formation tout au long de leur scolarité, jusqu'au master, de ceux qui seront enseignants. Le gouvernement Ayrault souhaite recruter massivement et vite. 150 000 enseignants dans les 5 prochaines années, cela correspond aux 54 000 créations de postes, promesse de François Hollande pendant la campagne présidentielle, auxquelles s'ajoutent les presque 100 000 départs à la retraite qu'il faudra compenser. Une urgence de recrutement que partagent les personnalités auditionnées par le groupe de travail. Les besoins de recrutement, on le sait, sont et seront considérables, pour diverses raisons, et en particulier les raisons démographiques. Ce n'est pas tout à fait maintenant ou jamais, mais il me semble qu'à travers toute la concertation, il y a eu le sentiment très fort qu'il fallait effectivement, on en était à un moment clé, et que ce qui ne se serait pas maintenant ne se ferait peut-être pas après, et que si on veut préserver une certaine idée de l'école, de ce qu'est l'école dans la société, il fallait évidemment aboutir et réussir vite. Une situation très perceptible sur le terrain. À 1 500 € net en début de carrière après 5 ans d'études, les candidats ne se bousculent pas au portillon. Anaïs Crapé est une de ces nouvelles professeurs, stagiaire cette année à Villejuif, en banlieue parisienne, après avoir réussi son concours l'an passé. Sa matière, les mathématiques, est l'une des plus frappées par la crise des vocations. Donc le titre du chapitre, opération sur les nombres en écriture fractionnaire. Quand on dit qu'on met au même dénominateur, qu'est-ce qu'on choisit comme dénominateur? Le plus grand. L'an dernier, près d'un tiers des 950 postes ouverts en mathématiques n'ont pas été pourvus, et ce sera sans doute encore le cas à la rentrée 2013. Allez, on y va, on met tout sur 16. Une image dégradée du métier et des conditions de travail peu attractives découragent nombre d'étudiants. Le plus grand des dénominateurs, c'est 12, et donc on va tout écrire. Au vu de la réforme qui demande maintenant 5 ans d'études pour devenir professeur de mathématiques, avec le même niveau de mathématiques exigé au bout de l'équivalent de la licence, on peut aller faire une école d'ingénieur. Alors c'est sûr, le temps de travail n'est pas le même, mais le salaire non plus. Donc ça peut expliquer la crise des vocations, en tout cas dans les mathématiques, ça c'est sûr. Et puis 5 ans d'études, c'est dissuasif aussi. Mine de rien, 5 ans d'études, il faut les financer. On les fait dans des grandes villes, donc il faut se loger. Est-ce possible que vous êtes stagiaire alors? Mathématiques, lettres, anglais, allemand ou encore musique, nombreuses sont les matières où les besoins de recrutement ne sont pas comblés dans le secondaire. L'école primaire n'est pas épargnée, les syndicats enseignants tirent la sonnette d'alarme sur la chute vertigineuse du nombre d'aspirants au concours. Il y a 6 ans, il y avait, on va dire, 3000 candidats qui postulaient pour les postes premier degré sur une petite académie comme Poitou-Charentes. Aujourd'hui, on en est à 200. Donc la question du vivier, elle se pose aujourd'hui. Très sincèrement, elle est parfois très, très grave, y compris dans des académies qui ont toujours été stables et attractives. Pour raviver la flamme de l'enseignement chez les étudiants, le ministère a lancé une grande campagne d'affichage dans toute la France et axé son discours sur la priorité donnée à l'éducation et donc à des emplois sécurisés en pleine période de crise. Je lance aujourd'hui un appel solennel à la jeunesse française. Nous avons besoin de nouvelles lumières républicaines, nous avons besoin de nouveaux hussards noirs,
Nous avons besoin de la jeunesse française pour redresser la France et ensemble bâtir un autre avenir. Mais aucune recette miracle n'émerge pour attirer les étudiants. Au fil des auditions au Sénat, il ressort pourtant que c'est peut-être du côté de la formation que l'accent doit être mis, certains professeurs n'ayant jamais vu une classe avant d'exercer. Le recrutement précoce des enseignants, c'est une manière de préparer aussi des enseignants qui ne découvrent pas le métier en ayant le concours, ce qui est évidemment le drame actuel, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je suis à l'UFM de Bordeaux, je peux vous dire, les jeunes sont dans une situation de désarroi réel et profond. Et non seulement ils sont peu nombreux, mais en plus on crée les conditions pour qu'éventuellement ils raccrochent avant même avoir commencé. Donc voilà. C'est un métier qui s'apprend et qui nécessite une... Les auditions s'enchaînent et des pistes de formation précoce font leur chemin. Pourquoi ne pas imaginer des stages dès la licence pour les étudiants afin qu'ils aient une idée